Toujours un plaisir pour moi de vous retrouver dans votre magazine Éco-Débat, un magazine 100% dédié à l'actualité économique du continent africain sur Média TV Afrique. Aujourd'hui, nous abordons un secteur d'activité en pleine croissance sur le continent. Longtemps laissé aux mains de quelques initiés des finances, la bourse prend de plus en plus de l'ampleur sur le continent dans les activités financières. Qu'est-ce qu'un marché financier? Quelle est l'importance de la place boursière dans l'économie d'un pays ou d'une zone économique? Quelles sont les conditions pour être coté en bourse? Qui peut investir en bourse? Quels sont les avantages et les risques d'une telle activité? On en parle dans ce numéro d'Éco-Débat et justement pour développer ce sujet avec nous, nous recevons M. Arsène Yapi, journaliste économique et directeur de publication de l'hebdomadaire Le Journal de l'économie. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est nous qui vous remercions. Et avec lui dans ce plateau, un économiste, Dr Ange Ponou, économiste à Sika Finance, un cabinet d'analyse financière. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Stéphane. Alors messieurs, aujourd'hui de plus en plus, on voit des communications qui se font sur les marchés financiers pour sensibiliser les populations sur comment investir et pourquoi investir en bourse ou sur un marché financier. C'est quoi exactement un marché financier, Dr Ange Ponou? D'accord. Merci déjà Stéphane pour le cadre et pour la question. Avant de définir ce que c'est qu'un marché financier, il faut d'abord qu'on parte à la définition de ce qu'on appelle un marché de capitaux. Le marché de capitaux sera ce marché-là qui va constituer le lieu de rencontre entre les apporteurs de capitaux et les agents, n'est-ce pas, qui ont un besoin de financement. Et ce marché peut être scindé, n'est-ce pas, en trois compartiments. Il y aura le marché monétaire, les marchés financiers, si vous voulez, le marché financier, et ensuite le marché d'échange. Le marché monétaire va gérer les besoins de financement à court terme, et le marché financier, qui est ici l'intérêt de notre débat, sera, n'est-ce pas, va gérer justement les besoins, n'est-ce pas, de financement à long terme. Voilà. Donc, en quelque sorte, voici ce que c'est qu'un marché financier. Mais il faut savoir que les marchés financiers jouent un rôle très important dans la mobilisation des capitaux. Et donc, de ce point de vue-là, elles constituent un levier important de financement, n'est-ce pas, du secteur privé. Et donc, ça c'est pour les entreprises. Et pour les ménages, par exemple, les marchés financiers peuvent proposer d'autres alternatives de placement, autres que les dépôts à terme, par exemple. Voilà. Voici, grosso modo, défini ce que c'est qu'un marché financier. Alors donc, la bourse se situe donc au niveau du marché financier. Exactement. Et quelle est la particularité de la bourse? Merci beaucoup. La bourse, faut le dire, c'est un lieu, c'est un endroit où s'échangent les valeurs mobilières. Donc, des acteurs, les agents, comme dit, a besoin de financement et ceux qui ont des trésoreries ou de l'épargne viennent se retrouver pour échanger, soit des titres. Donc, ce sont généralement des actions pour les entreprises ou des obligations pour des États ou des entreprises. Donc, c'est essentiellement ou d'autres formes de titres, mais c'est essentiellement des actions et des obligations qui s'échangent en bourse. Et pour parler de la bourse, en Côte d'Ivoire, nous avons le siège de la BRVM, la Bourse régionale des valeurs mobilières d'Abidjan. Donc, c'est une bourse qui est commune à 8 États de l'UEMOA. Et ces 8 États-là essaient de gérer au mieux les actions boursières dans cette zone. Et donc, dire que c'est un marché qui est très dynamique et qui, il y a quelques années, c'est vrai que les choses ont commencé à descendre progressivement, mais il faut dire que dans l'ensemble, c'est un marché qui est dynamique. Au départ, on avait, il y a 3 ans, environ 39 sociétés qui étaient cotées à la bourse, à la BRVM. Aujourd'hui, nous sommes à 45 sociétés cotées et de façon générale, ces entreprises se portent relativement bien. Alors justement, vous avez parlé tout à l'heure d'agents à besoin de capitaux et d'agents à capacité de financement. Pour être plus explicite, qu'est-ce que cela représente? Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Qui peut être désigné comme agent à besoin de capitaux et agent à financement, à capacité de financement? Bon, pour être beaucoup plus simpliste, je vais dire que si Stéphane, par exemple, reçoit un revenu qui est permanent et que Stéphane arrive à constituer, n'est-ce pas, à partir de ce revenu, une épargne,
Stéphane se présenterait comme, n'est-ce pas, potentiellement un agent, n'est-ce pas, à capacité de financement. Parce que le plus souvent, généralement, ce que vous faites, c'est que vous prenez cet argent et vous le mettez dans un compte d'épargne à la banque. Ouais. Et ces banques-là, généralement, constituent, n'est-ce pas, des leviers de financement pour d'autres entreprises. Ouais. Et quand la banque le fait, ouais, on est sur le marché monétaire. Voilà. Parce que généralement, c'est le très court terme que la banque exige. Ouais, voilà. Et donc, le ménage peut être considéré ici comme un agent à capacité de financement. Et généralement, les agents qui ont besoin de financement sont les entreprises. Celles-là qui ont constamment besoin de conquérir de nouveaux marchés, n'est-ce pas, de renouveler leurs outils de production. Et donc, pour le faire, elles ont besoin de liquidités et de capitaux. Donc, des agents ont besoin de financement. Alors, d'accord, mais sur ce point-là, quand une entreprise a besoin de financement, de fonds pour développer ses activités ou autres, pourquoi venir vers la bourse et non pas vers les banques? Oui, d'abord, les types de financement sont différents, hein, puisque c'est financé à travers la banque, donc ça c'est le financement indirect, donc à travers la bourse c'est le financement direct. Donc ce sont des titres, donc une partie, ces actions dont on parle, j'ai parlé des actions et des obligations. Une entreprise peut aller solliciter une obligation sur le marché financier. C'est-à-dire qu'elle dit que par rapport à sa vision stratégique, elle a besoin par exemple de 20 milliards de francs, de collecter 20 milliards. Et quand elle regarde la configuration bancaire ici, ce serait difficile qu'elle puisse avoir un financement de 20 milliards directement à partir d'une banque. Donc elle peut dire, ok, j'opte pour des obligations donc, que je lance sur le marché financier, donc à travers la bourse. Donc ça c'est une option. Elle peut également, si elle est cotée, se faire coter à la bourse. C'est-à-dire qu'elle peut fractionner, vendre une partie de ses activités, c'est-à-dire de ses actions. Une entreprise, supposons qu'elle a 100% d'actions. Donc, ces 100% d'actions, elle peut dire, OK, l'actionnaire principal ça peut être une entreprise qui appartient à un seul actionnaire, supposons que ça appartient à un seul actionnaire qui a 100% des actions. Donc, il peut dire, OK, à partir de maintenant, par rapport à des calculs qui sont faits, je mets sur le marché financier 20% de mes actions. Donc 20% de mes actions, ça équivaut à un certain niveau j'ai envie de dire, une certaine somme. Donc, cela va être divisé en nombre d'actions qui seront mises en bourse. Et on peut dire par exemple que par rapport au ratio qui va être fait, peut-être que le prix de l'action sera de 10 000 francs. Donc si moi, Arsène Yapi, je vais en bourse et que je veux être actionnaire de cette entreprise X-là, donc j'achète des actions de cette bourse, de cette entreprise. Donc ça permet à l'entreprise d'avoir de la liquidité et pour pouvoir financer aussi ses investissements et autres. Donc voilà un peu de façon résumée comment est-ce que ça fonctionne en bourse pour les entreprises. D'accord. Je peux rebondir un peu sur ce qu'il a dit. Moi, je pense que le mode de financement que propose la bourse est un peu plus flexible par rapport, n'est-ce pas, au financement bancaire. Tout à l'heure, on a mis l'accent sur l'horizon d'investissement. Pour les entreprises, c'est très important. Vous prenez par exemple le cas d'une entreprise comme Unoax, ouais, qui, dans le temps, avait souhaité augmenter sa capacité de production et donc renouveler certaines machines et acheter de nouvelles. Unoax avait besoin de liquidités. Ouais. Unoax avait soit la possibilité de se diriger vers le marché monétaire ou vers le marché financier. Ouais. Aller vers le marché financier, monétaire, pardon, suppose que Unoax, au bout peut-être d'un an, ouais, les banques pourraient lui demander de commencer à rembourser le prêt. Alors que, imaginez-vous, les machines dont Unoax a besoin ne se fabriquent pas à Abidjan, même pas en Afrique. Peut-être que Unoax sera obligé de se rendre en Chine, au Japon, n'est-ce pas, en France, etc., pour aller faire la commande de ces machines qui pourraient prendre même plus d'un an pour arriver en Côte d'Ivoire, avant d'entrer en production. Donc, pendant tout ce temps, Unoax ne produit pas encore et donc ne tire pas encore profit, n'est-ce pas, du prêt qu'elle a contracté. Donc, les financements via les marchés, via la bourse, est une aubaine pour Unoax dans ce cas-là. Voilà, c'est en fait ce que j'ai voulu ajouter. Les entreprises aujourd'hui, avec le marché financier, ont un outil formidable de développement. Ouais, parce qu'on ne vous demande pas de rembourser le prêt, seulement de concéder une partie de votre capital. Alors vous allez être un peu plus clair sur ce point-là.
Quand une entreprise vient sur le marché boursier et qu'elle demande, elle sollicite peut-être 20 milliards et que ces 20 milliards-là, elle les acquiert, elle ne les rembourse pas, ce n'est pas un crédit, ce n'est pas un prêt. Non. Comment ça se passe? Voilà. L'entreprise contracte le prêt. En contrepartie, elle va émettre des titres financiers. Et dans le cas d'espèce ici, ce sera des actions. C'est-à-dire, en clair, elle vous donne le droit, n'est-ce pas, d'incorporer, n'est-ce pas, son capital. Ça veut dire concrètement que si l'entreprise travaille bien et que au bout de l'exercice, elle arrive à engranger des bénéfices et qu'au bout de l'exercice, elle décide de distribuer une partie des bénéfices, vous en bénéficiez pas. Vous faites automatiquement partie des bénéficiaires. Ouais. Et aussi, il y a l'autre chose que je voudrais peut-être ajouter, c'est que le risque ici que vous courez, c'est que si l'entreprise en contrepartie ne travaille pas bien, ouais, vous perdez, n'est-ce pas, l'argent que vous lui avez prêté. Donc, vous êtes partie maintenant, vous êtes partie prenante dans la gestion de l'entreprise. Vous intervenez au quotidien. La preuve, c'est vous qu'on convoque aux différentes AG, aux assemblées générales annuelles de l'entreprise, pour prendre part, n'est-ce pas, au mot de désignation de vos dirigeants. C'est-à-dire que vous intervenez dans la gestion quotidienne de l'entreprise. En contrepartie, l'entreprise, elle a un regard, n'est-ce pas, elle a un droit de transparence vis-à-vis de vous, parce que vous lui avez prêté de l'argent, parce que vous êtes actionnaire. Elle n'est pas désormais obligée de rembourser, mais elle a une obligation de bien gérer l'affaire. D'accord. Voilà. Mais là, ça lève une petite question. Est-ce que là, on n'est pas, comment je peux dire cela, on n'investit pas dans le vide? Ce n'est pas de manière aléatoire, comme Dr Ange Pono vient de le dire. Vous pouvez gagner, vous pouvez perdre. Il n'y a pas, c'est pas rationnel en griffe, comme si vous avez déposé votre argent en banque et vous attendez tranquillement que ça produise des intérêts. Oui, ça, c'est pas faux parce que investir en bourse suppose de connaître la structure du marché financier, quelles sont les entreprises qui sont cotées sur ce marché, quelle est leur santé financière. Et comme il y a des exigences pour les entreprises qui sont cotées en bourse, ça veut dire qu'elles doivent faire périodiquement faire les bilans de façon soit trimestrielle, ou semestrielle et annuelle pour montrer la santé de l'entreprise. De sorte à ce que quelqu'un qui veut acheter des titres le fasse en âme et conscience ou s'oriente aussi vers des structures spécialisées qui peuvent conseiller les acteurs qui veulent investir sur des titres, notamment des actions, pour qu'elles puissent faire des investissements à bon escient. Sinon, ce que je voulais dire aussi, les entreprises ont également, à côté de ce que le docteur a dit, l'occasion de pouvoir lancer sur le marché des obligations. À la différence des actions, les obligations se remboursent. Voilà, donc l'argent qui est demandé sur le marché financier peut être remboursé. Il y a une certaine maturation, ça peut être 10 voire 15 ans, de sorte à ce que chaque année, de façon générale, ce que les gens font, ils tirent au sort un certain nombre de personnes et qui sont remboursées avec des taux d'intérêt jusqu'à ce qu'on épuise l'argent. L'avantage d'aller en bourse, c'est que la bourse offre généralement des taux d'intérêt beaucoup plus importants. Donc, si vous déposez votre argent à la banque sur un dépôt à terme, vous avez pour maximum autour de 3,5 ou maximum 4%. Or, en bourse, vous pouvez aller pour des obligations, généralement dans notre zone, ça tourne autour de 6-7%. Vous voyez qu'il y a une grande différence. Une différence intéressante sur le taux d'intérêt, donc le loyer de l'argent, donc ce que vous allez gagner en investissant sur ces obligations. Maintenant, si vous allez sur les actions, vous pouvez gagner encore plus. Mais le problème avec les actions, c'est que les actions sont beaucoup plus incertaines que les obligations. Les obligations sont beaucoup plus sûres parce que, de façon générale, vous n'allez pas directement sur la vie de l'entreprise, donc vous n'êtes pas partie prenante et les fluctuations sur les obligations sont relatives. Alors que sur les actions, ça reste assez fluctuant et vous pouvez tout gagner et vous pouvez tout perdre. Parce qu'avec les actions, c'est, comme on dit, gagner, gagner, perdre, perdre. D'accord. Sur les différents titres, nous reviendrons tout à l'heure pour bien voir comment investir en bourse. Mais tout à l'heure, il y a quelque chose qui revient. Vous parlez de coter, une entreprise cotée, une entreprise cotée. Comment est-ce qu'une entreprise fait pour être cotée en bourse? Est-ce que toutes les entreprises sont d'office cotées en bourse ou bien il y a une procédure? Comment ça se passe? Merci d'abord pour la question, c'est une très bonne question.
On se plaint souvent que notre marché régional, notre marché financier régional est peu profond, peu liquide aussi. Peu liquide parce que le nombre d'acteurs présents sur ce marché, présents sur ce marché n'est pas important. Et donc, la vulgarisation va dans le sens où, aujourd'hui, on attire les entreprises aujourd'hui de plus en plus vers les marchés financiers. Alors, pour être coté en bourse, une entreprise peut simplement prendre la décision de le faire. Voilà. Vous prenez la décision d'aller en bourse et vous prenez contact, attache avec une SGI pour monter l'opération. Et vous prenez encore attache avec la BRVM et le CREPMEF, qui est le Conseil régional des marchés financiers, de l'épargne publique et des marchés financiers, qui est le régulateur du marché financier dans la zone, pour les formalités administratives. Au bout de ce processus-là, je pense que vous êtes apte, n'est-ce pas, à faire votre introduction en bourse. D'accord. Et là, si on veut voir, on a parlé un peu des avantages que ces entreprises-là peuvent avoir à venir lever des fonds sur les principaux marchés boursiers, mais très rapidement, elles sont aussi confrontées à des risques. Être coté sur une place boursière, il y a quand même des risques pour l'entreprise. Pour être honnête, le risque, c'est que en fait, l'entreprise peut-être paie une partie de son capital, une partie de son autonomie. C'est peut-être ça. C'est-à-dire qu'en fait, vous n'avez plus, c'est-à-dire que vous n'avez plus ce pouvoir de tout décider, n'est-ce pas, depuis votre chambre. Vous êtes obligé régulièrement de venir prendre des décisions au cours d'une assemblée générale. Mais en soi, moi, c'est le seul risque que l'entreprise paie, fondamentalement. Ok, moi je pense il s'accepte le risque qu'il a dit parce que l'entreprise paie une partie de son capital, mais en même temps, au fur et à mesure qu'elle évolue, le propriétaire peut être même dépossédé de son entreprise. Oui, donc, mais si elle met que 20% au niveau de l'agrémentation de la BRVM, oui, elle garde 80%, ce serait difficile de voir comment elle peut être dépossédée de son entreprise. Non, mais si elle a toujours besoin d'argent, si elle a besoin de se refinancer, si elle a besoin d'investir, parce qu'une entreprise, on la crée pour qu'elle vive. Donc, si vous créez une entreprise pour qu'elle vive et que vous avez des besoins de financement de plus en plus importants, vous serez obligé, au fur et à mesure, de céder une partie de votre capital si vous n'arrivez pas à vous financer directement auprès des banques, par exemple. Donc, les risques de ce point de vue-là sont importants. Et puis, il y a les risques aussi pour les investisseurs, hein, parce que... si, justement, les risques sur les investisseurs, nous en reparlerons tout à l'heure dans la seconde partie de notre émission. Mesdames et messieurs, ici, nous allons mettre une pause à ce numéro d'Éco-Débat. On revient dans quelques instants. Nous sommes toujours avec vous et cette fois-ci dans la seconde partie de votre magazine Éco-Débat. Nous parlons aujourd'hui de investir en bourse, risques et avantages en Afrique. Dans la première partie de cette émission, nous avons parlé un peu, nous avons donné les définitions des différents marchés boursiers et l'intérêt pour des entreprises d'être cotées en bourse et même des institutions de venir se présenter sur les marchés boursiers. Dans la seconde partie, nous allons maintenant parler des risques potentiels et des avantages que chaque investisseur a ou peut avoir en venant investir en bourse. Et nous sommes avec Dr Ange Ponou, économiste à Sika Finance. Alors avec lui, nous sommes aussi avec Arsène Yapi, journaliste économique, directeur de publication. Quand je pose ma question, est-ce que tout individu peut se lever et aller investir en bourse? C'est-à-dire tout à l'heure, moi je suis M. Soumaoro, je gagne 5 000 francs par mois. Est-ce qu'avec ces 5 000 francs-là, je peux aller investir, je peux acheter quelque chose en bourse? Oui. Aujourd'hui, l'action qui a la valeur nominale la plus faible, je dis ça comme ça, coûte 17 francs. Donc, avec 1000 francs CFA, un Africain peut être un investisseur, il peut être détenteur d'actions. Oui, même avec 500, même avec 1000 francs. Mais ensuite, vous voyez, quand vous partez voir les SGI, il y a les SGI qui vont vous imposer, n'est-ce pas, un minimum de montant pour débuter votre investissement en bourse. Ouais. Bon, c'est fait à dessein. Parce que vous ne pouvez pas venir à la bourse pour investir 1000 francs et 2000 francs. Si on vous dit que vous avez investi 2000 francs et qu'au bout d'un mois ou de 2 mois, vous avez un retour sur investissement de 100%, c'est-à-dire que vos 2000 francs ont été multipliés par 2, c'est devenu 4000. Ouais. Est-ce que potentiellement avec 4000, vous pouvez, n'est-ce pas, entreprendre d'autres investissements beaucoup plus concrets? Je ne pense pas. Donc l'idée,
C'est de venir avec une épargne qui est constituée déjà à la banque et vous venez à la bourse pour espérer des rendements beaucoup plus importants. Voilà. C'est ça l'idée. D'accord. Et sur ce point-là, j'aimerais revenir encore vers vous. Ces intermédiaires, quand on parle de SGI, de sociétés de gestion et d'intermédiation, elles sont obligatoires. C'est qui d'abord ces sociétés? Est-ce qu'elles sont obligatoires entre nous, les investisseurs, et la bourse? Oui, elles sont obligatoires puisque la bourse, c'est un marché. On ne peut pas y aller comme ça. Donc, il faut avoir un compte bancaire, il faut avoir de l'argent auprès de cette SG et donner l'ordre à la SG. C'est la SG maintenant qui passe les ordres parce qu'ils sont en interconnexion avec la bourse. Donc la SG, elle peut avoir un fonds global, elle a réparti l'argent de chacun de ses investisseurs et quand vous lui dites non, moi je veux acheter tel nombre de titres pour 50 000 francs, bien pour 100 000 francs de titres Ecobank, elle fait un ordre et l'ordre est transmis à la bourse. Maintenant, pour revenir à la question sur comment on investit, ben, qui peut investir en bourse, ça reste assez, j'ai envie de dire, complexe quand on l'explique de façon trop technique. Moi, aujourd'hui, je suis quelqu'un qui a un compte bancaire. De plus en plus, les banques ivoiriennes ont des SGI. Donc, la plupart des banques aujourd'hui sur le marché ivoirien ont une société de gestion et d'intermédiation. Les banques, c'est vrai que vous avez un compte bancaire dans notre banque, mais à côté des taux d'intérêt relativement intéressants de 3 ou 4% qu'on vous offre sur les dépôts à terme, on peut, à travers maintenant la SG, vous offrir des taux d'intérêt beaucoup plus importants pour votre argent. Donc, c'est eux maintenant qui vous démarchent et qui vous disent, comme vous ne connaissez pas comment ça fonctionne, nous, on a des experts, des analystes financiers, tout ça, qui connaissent les titres et les obligations qui marchent le mieux. Donc, si vous voulez, vous nous laissez en autonomie l'occasion de pouvoir faire des investissements pour vous, mais voilà tel taux qu'on vous garantit. Donc, ils ont des fonds communs de placement. Des fonds communs de placement avec des taux d'intérêt qui vous donnent relativement intéressants, où vous n'avez pas trop de risques. Donc, eux, ils font les investissements et cet argent qu'on met ensemble, ils investissent et quand ça produit des bénéfices, ils répartissent les bénéfices au prorata de ce que chacun a eu à mettre dans la cagnotte. Ça, c'est les fonds communs de placement et c'est de plus en plus en vogue au niveau des SGI liés notamment aux banques. Mais à côté de ça, vous pouvez vous-même, de façon délibérée, avoir un compte dans une SGI et puis demander à la SGI d'être un investisseur actif. Donc, dans ce cas, vous-même, vous étudiez le marché, vous connaissez les titres et tout ça, vous dites OK. Et qu'on décide de partager des dividendes, on suppose que le dividende est 1000 francs. Si vous avez 1000 titres, vous avez 1 million. Ça ne veut pas dire que vous perdez les actions que vous avez toujours vos actions, mais c'est le bénéfice produit par les actions qui fait 1 million de francs CFA que vous empochez tranquillement. Ah, justement, vous parlez de bénéfices, de dividendes. Quelles sont les principales sources de revenus à la bourse? Je suis investisseur, j'ai fini d'investir. Comment est-ce que je fais pour rentrer dans mes fonds? Ok, une très belle question. Déjà, il faut dire qu'avec l'investissement sur le marché action, vous avez droit, n'est-ce pas, vous gagnez de deux façons. Tout à l'heure, il a parlé des dividendes. À côté des dividendes, il y a ce qu'on appelle les plus-values. C'est quoi une plus-value? Moi, j'achète une action à 10 000 aujourd'hui et demain, peut-être dans un mois ou bien dans 3 mois, cette action transigeant régulièrement au marché, n'est-ce pas, peut coûter, au lieu de 10 000 francs, le prix auquel je l'ai eu, il coûte désormais 13 000. Ouais. Dans mon portefeuille, quand je regarde, ouais, sur chaque action, je réalise un bénéfice de 3 000 francs. Ça, c'est une plus-value. Dans le cas d'espèce, je peux décider de le vendre. Je vends, j'encaisse et mon capital initial investi, plus les 3 000 francs, n'est-ce pas, de plus-value, n'est-ce pas, générés par mon action avec le temps. Et si, chemin faisant, en conservant l'action, que l'entreprise, au cours de la période, décide, n'est-ce pas, de distribuer une partie des bénéfices réalisés au cours de l'exercice, peut-être au précédent, si j'ai toujours l'action à ma possession, donc j'aurai une partie, n'est-ce pas, de ces bénéfices distribués, qu'on va appeler ici les dividendes. Donc, j'ai la possibilité de percevoir avec mes actions et des plus-values et des dividendes.
Donc, ce sont les deux principales sources de revenus voilà, au niveau de la bourse. Oui, à côté de ça, parce qu'il n'y a pas que les actions, il y a aussi les obligations. Voilà, moi, pour ajouter à ce qu'il a dit sur les actions, ce sont essentiellement les deux formes. Donc, les plus-values de 3 000 francs par action, comme il a dit. Donc, c'est pour vous. Parce que vous n'êtes pas obligé de vendre. Je prends un exemple. Si vous avez, moi je préfère prendre des chiffres pour que ce soit beaucoup plus clair. Si vous avez, dans le cas où là vous avez pour 1 million d'actions que vous avez acheté auprès d'une entreprise, et au moment où vous avez acheté l'entreprise il y a 1 an par exemple, ou 2 ans, et vous avez acheté les titres, les actions, il y a 1 an, c'était à 10 000 francs. Donc, et après, c'est passé à 13 000 francs. Donc, vous avez 3 000 francs par action. Par action. Donc, ça veut dire que de la valeur de départ de 1 million de francs CFA que vous aviez pour les actions que vous avez achetées, vous avez aujourd'hui 1 300 000 francs. Voilà. Puisqu'il y a 3 000 francs qui viennent s'ajouter. Donc, vous êtes enrichi en investissant. Donc, l'argent que vous avez déposé qui était 1 million de francs en achetant les actions, aujourd'hui, vous avez 1 300 000 francs. Donc, ça veut dire que vous avez gagné 300 000 francs en termes de plus-value. Maintenant, comme vous êtes quelque part, comme j'ai dit pour les actions, un propriétaire aussi à part entière de l'entreprise, donc quand l'entreprise fait des bénéfices, il y a une partie des bénéfices qu'on distribue après AG, quand c'est adopté en AG, on distribue les dividendes. Des fois, ça peut aller de 30-50%, voire au-delà. Donc, si on distribue des bénéfices que vous avez, des actions pour 1 million de francs CFA, je suppose que ça équivaut environ à 100 actions. Donc, si on dit que le prix de l'action, le dividende est 1 000 francs, bien 2 000 francs, donc ça veut dire que en plus des 300 000 francs que vous avez eu de façon virtuelle, puisque vous avez déjà, et que vous pouvez vendre pour encaisser les 300 000 francs, vous gagnez encore en termes de dividendes 200 000 francs en plus dont vous pouvez disposer à votre guise. Maintenant, pour les obligations, il faut dire que dans notre zone, dans la zone UEMOA, le marché obligataire est très dynamique. Il est tiré par les États. Donc, la plupart de nos États vont sur le marché financier et émettent des obligations. On le voit très souvent à la télévision, on fait la publicité, le Trésor public lance un appel à l'épargne sur le marché financier et tout ça. Donc, pour la collecte de peut-être 100 milliards de francs CFA sur le marché de l'UEMOA. Donc, c'est des obligations que les États lancent sur le marché. Donc, les obligations, comme je le dis, c'est comme si vous vous faites crédit à l'État. L'État fait des investissements et tout ça. Donc, vous dites que vous faites crédit à l'État. Et l'État va vous rembourser, puisque l'État, on se dit qu'il ne va pas tomber, il est toujours solvable et tout ça. Donc, l'État va vous rembourser avec un taux d'intérêt qui tourne autour de 6,5%, 7% souvent. Donc, au lieu d'aller déposer votre argent, comme j'avais dit, sur un dépôt à terme ou un compte d'épargne, puisque le taux d'intérêt est beaucoup plus intéressant, vous allez auprès de la bourse avec une obligation lancée par un État. J'ai quelques chiffres là sur les obligations. En 2018, la valeur des transactions sur les titres échangés pour les obligations était en hausse, puisqu'on a autour de 3 400 milliards d'obligations qui ont été lancé sur le marché financier de l'UEMOA, donc le marché boursier, contre 2800 milliards en 2017. Donc, c'est dire que le marché obligataire est très, très en vogue. Et il y a quelques années, beaucoup d'États essaient de diversifier les sources, les émissions. On parle même de Sukuk et autres qui sont lancés sur ces marchés. C'est vrai que ça reste des thèmes techniques, mais c'est dire que le marché obligataire de notre zone est très dynamique et ça permet à nos États de collecter l'impôt, et donc pas l'impôt, de collecter des ressources pour financer des investissements sur ce marché. D'accord, je reviens avec vous, docteur Ponou. Ces investisseurs, c'est-à-dire les particuliers, nous qui voulons investir en bourse, on sait qu'un moment, il y a eu vraiment une grande vague de méfiance à l'endroit de la bourse. On voit que souvent, vous êtes un cabinet d'information financière, vous sensibilisez, vous approchez des gens, certaines personnes viennent vers vous, ils veulent investir en bourse, mais ils ne savent pas comment ça se passe. Quels sont les principaux freins à investir en bourse de la part des populations, des particuliers? Oui, comme vous le dites, c'est vraiment la méfiance. Et aujourd'hui, chez nous, à Sika Finance, on essaie vraiment de faire tomber ce mur de méfiance entre les investisseurs particuliers et la bourse. Parce que très souvent, les gens ont fait l'amalgame, n'est-ce pas, du trading et de l'investissement boursier. Ouais. Ces deux trucs sont totalement différents.
le trading, où vous transigez sur le marché des devises, peut-être sur le marché, souvent le marché des matières premières, où là-bas, vous avez vraiment une grande probabilité de perdre votre argent. Ouais. À la bourse, si vous ne vendez pas vos actions, vous ne perdez pas de l'argent. Voilà. Donc, d'abord, c'est de faire comprendre aux particuliers que l'investissement à la BFVM n'est pas synonyme de Forex. C'est-à-dire, essayer d'acheter, n'est-ce pas, des devises et les revendre aussitôt. Voilà, ce qui est très risqué. D'abord, les faire comprendre ça. Et que si on ne vend pas, on peut acheter une action aujourd'hui, et puis l'information peut être mauvaise sur le titre, mais si on est patient, ouais, la mauvaise information peut se transformer en bonne information. On laisse dire aussi que à la bourse, la patience est une norme, c'est une vertu qu'il faut y avoir. Parce qu'il s'agit de donner du temps, n'est-ce pas, à une entreprise de créer de la valeur. Ça peut prendre du temps. Ouais. Et très souvent, les populations ont aussi très vite été habituées, n'est-ce pas, par le gain facile. On voit tous, n'est-ce pas, à quel degré, à quel niveau de souscription, n'est-ce pas, ces populations injectent leur argent dans des business comme les agro-business et les placements d'argent. En fait, des véhicules de financement très douteux, n'est-ce pas, mais qui en contrepartie proposent des retours sur investissement records. Et la population, n'est-ce pas, friand de profit et de plus-value, n'est-ce pas, embarque généralement dans ces véhicules de financement et on connaît tous la fin, c'est très grave. Ouais. Et à ce sujet, quand on parle de la bourse, c'était nous rétorque que, en fait, on fait, n'est-ce pas, de l'agro-business bis. Nous, on leur explique que la bourse, comme il a dit, existe, n'est-ce pas, depuis 1998. Ouais. Agro-business, c'est qu'il y a 2 ou 3 ans. Ouais. Ça veut dire que cette institution qui est le marché financier existe depuis bien des années, mais pour la majorité des populations, n'est-ce pas, cette institution est méconnue. Donc, il faut essayer de leur faire comprendre le bien fondé pour eux de placer leur argent en bourse et la possibilité de voir cet argent, n'est-ce pas, se fructifier avec le temps. C'est très important. Et justement, je vais m'arrêter là pour vous demander quels sont 3 avantages, 3 arguments majeurs qui peuvent inciter quelqu'un à venir investir en bourse. Oui, j'ai dit tout à l'heure, le premier argument que je vais donner, c'est l'inflation. Oui. L'inflation aujourd'hui que nous donne la BCAO ne reflète pas aujourd'hui le niveau, n'est-ce pas, de cherté de la vie que les ménages ressentent dans leur quotidien. Oui. Si vous voyez à quel niveau le pouvoir d'achat des ménages s'est dégradé depuis 1992 à 2019, vous allez prendre conscience que pour les populations, il est impérieux, n'est-ce pas, de trouver d'autres sources, n'est-ce pas, de revenus. Voilà. Donc voici une raison majeure qui va les amener, n'est-ce pas, à investir en bourse. En bourse, pourquoi? Parce que eux-mêmes, ils ont fait la remarque qu'en plaçant leur argent dans des comptes de banque qui ne bougent pas avec le temps, ouais, on leur propose que la bourse, n'est-ce pas, offre des rendements beaucoup plus élevés, qui sera capable, qui sera à même de vous permettre de maintenir votre niveau de vie. Parce que quand vous travaillez, vous avez un certain niveau de vie que vous n'avez plus quand vous partez à la retraite. Ouais. Il est très important pour la population de maintenir, parce que ce n'est pas facile d'être habitué à un niveau de vie qui est comme ça, et après de se retrouver en dessous. Ouais. Donc c'est toute la difficulté. Donc leur expliquer ça, et leur permettre ensuite, de l'expliquer aussi, tout à l'heure on a voulu en parler, mais je pense que je peux mettre les pieds dans le plat, c'est les risques qu'il y a pour eux de placer leur argent à la bourse. On leur explique qu'il y a des types de risques. Et donc quand on parle d'investissement, les risques existent partout. Quand vous décidez, par exemple, de prendre une partie de votre épargne pour essayer d'investir dans une plantation d'EVA, je dis toujours, il y a un risque que quelqu'un qui chasse des agoutis brûle votre champ. Ce risque, il est réel. Ouais. Et vous-même, vous traversez la ville d'Abidjan chaque week-end pour aller superviser vos champs. Ouais. Sur la route, il y a des risques que vous prenez. Comme partout ailleurs, il n'y a pas de risque zéro, mais les risques, on les maîtrise. On ne fuit pas le risque. On ne fuit pas les risques, on essaye de les maîtriser. Alors, avec vous, Arsène Yapi, comment est-ce qu'on peut ressentir l'effet des bourses au quotidien dans la vie des populations et comment cela se ressent sur la croissance de l'économie nationale, très rapidement?
Oui, merci beaucoup. Il faut savoir qu'il y a une corrélation directe entre l'activité boursière et la santé financière des pays dans lesquels les bourses sont installées. D'abord, si on a un environnement macroéconomique intéressant dans un pays, l'activité économique s'en ressent. Donc, si l'activité économique bouge, donc les gens, quand l'activité économique bouge, ça veut dire qu'il y a des flux. Donc, il y a des gens qui achètent, qui vendent, qui font du business. Donc, c'est ça. Or, le marché financier est le reflet de la santé financière d'une économie. Mais quand je parlais de corrélation, si on est dans une zone comme la nôtre qui est de l'UEMOA où on parle d'un taux de croissance d'environ 6,7% dans notre zone et qu'il y a de la stabilité, le marché financier va bien se porter. Mais si on est dans une zone où la croissance est quasi nulle et que l'économie est en berne ou qu'on est en guerre, le marché financier est aussi en berne. Donc, c'est dire qu'il y a une corrélation très forte entre le marché financier et la santé des États. Et si la bourse va, les investisseurs se sentent à l'aise pour investir, les entreprises ont de l'argent pour pouvoir faire les investissements à long terme, créer de la valeur, générer des bénéfices et tout ça. Donc, plus la bourse se porte bien, mieux l'économie de façon globale se porte également. Cela se fait ressentir sur l'économie globale. Oui. Monsieur, on en arrive au thème de cette émission. En 20 secondes, qu'est-ce qu'on doit retenir des bourses en Afrique, leur impact, leur importance? Ok, merci pour la question. Il faut dire que les bourses africaines sont pour le moment très peu développées. Voilà. Et aussi, je pense que ça y va du fait qu'il y a une méfiance aussi au niveau de la population, n'est-ce pas, de drainer une partie de leur épargne vers ces marchés. Voilà. Et donc, moi, je pense que les dirigeants aujourd'hui, n'est-ce pas, ont un devoir, n'est-ce pas, d'emboîter le pas aux ménages, n'est-ce pas, en essayant régulièrement, ouais, de vendre une partie, n'est-ce pas, des actifs qu'ils ont dans des entreprises semi-publiques, etc., via la bourse, n'est-ce pas, pour redonner de la confiance justement, n'est-ce pas, à ces populations-là, de placer leur argent, n'est-ce pas, dans un véhicule de financement, n'est-ce pas, qui est adéquat, qui est adapté à leurs besoins, et puis qui est moderne, et qui propose aussi des rendements beaucoup plus importants, n'est-ce pas, que des DAT et le financement bancaire. Et le financement bancaire, rapidement. Oui, moi ce que je préconise, c'est que la culture boursière soit accentuée. Donc il faut qu'il y ait beaucoup plus de sensibilisation sur des populations à travers les écoles, à travers, j'ai envie de dire, les marchés et tout ça, sur ce que c'est que la bourse, et quels sont les avantages de cela, et sensibiliser également les entreprises qui ont des excès de trésorerie, comme les assurances, comme les fonds de pension, je parle de la CNPS et autres, qui ont beaucoup d'argent et autres, à investir sur le marché boursier, de sorte à ce que cela dynamise notre marché, crée plus de liquidité, crée plus d'entrain sur ces marchés pour que nos économies puissent se refinancer ou se financer à travers la bourse et permettre à nos États de se porter très bien. Mesdames et messieurs, investir en bourse, risques et réalité en Afrique, c'était le thème central du jour. Éco-débat, nous vous disons merci et à très vite sur nos antennes.